Bonjour, chers étudiants. Donc, on va continuer le travail sur le domaine de la mécanique quantique et on va essayer de faire un petit récapitulatif de ce qui a été vu jusqu'à aujourd'hui. On a dit que la matière est connue sous son aspect corpusculaire et on a réussi à faire tout ce que nous voulons avec la mécanique quantique. On traite tous les problèmes. Mais il s'est avéré qu'il y a un nouveau aspect qui est connu de la matière lorsqu'on est dans le domaine de l'infiniment petit, c'est l'aspect ondulatoire. Donc il a un aspect ondulatoire et cet aspect est traité par la mécanique quantique. Donc ce nouveau aspect nécessite un nouveau formalisme mathématique et c'est ça ce que nous avons fait. Donc maintenant on vit avec cette notion de dualité onde-corpuscule. Et ce qui nous intéresse dans ce cours-là, c'est l'aspect ondulatoire de la matière. Donc on a représenté l'onde de matière par un outil mathématique qu'on a noté psi de R et de T. Et ça, c'est dans un espace qui est l'espace du Hilbert. On a choisi un sous-espace de cet espace-là qu'on a appelé l'espace des fonctions d'onde qui vérifie un certain nombre de conditions qu'on avait vues. Et après, on a fait une nouvelle représentation dans l'espace de Dirac, ça veut dire l'espace vectoriel, et on a remplacé la fonction d'onde par un vecteur qu'on a appelé le vecteur Ket. Ce qui nous restait à faire, c'est de représenter ces fonctions-là dans des bases, et on a vu que la fonction d'onde peut être en fait écrite soit dans une base discrète ou bien une base continue. Donc ces bases-là doivent vérifier deux relations importantes qui sont, la première c'est ce qu'on appelle la relation de normalisation et la deuxième c'est la relation de fermeture. Ici, un exemple de relation de normalisation dans la base discrète et la relation de fermeture dans la base discrète ici. Les deux expressions, mais cette fois-ci dans la base continue. Et les fonctions d'onde, on peut les écrire dans ces bases-là sous forme d'une sommation. Et ici, ce sont les vecteurs de la base, et ça, c'est la projection de la fonction d'onde sur un vecteur de base. La même chose ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la description de la fonction d'onde dans l'espace des fonctions d'onde, et on avait dit qu'il y a une autre façon de présenter ça, qui rend les calculs plus faciles et plus simples, c'est ce qu'on appelle la représentation de Dirac. Ici, la fonction d'onde, c'est un ket, et la base discrète, c'est un produit entre un ket et un bras. Ça, c'est la relation de normalisation, la relation de fermeture. Pour la base continue, j'ai la relation de normalisation et la relation de fermeture, et je peux écrire le vecteur ket dans les deux bases. Ça, c'est ce qui a été vu, et on a montré que ces vecteurs ket, bras, ce ne sont que des matrices. Par exemple, le vecteur ket, c'est une matrice unicolone, et ça, ce sont les coefficients de la matrice unicolone, et le C1, c'est la projection du vecteur ket sur le premier vecteur de la base, par exemple U1. Ici, C1, U1, U1 psi, c'est C1, U2 psi, c'est C2, et ainsi de suite. C'est ce qui a été fait pour les vecteurs ket, et pour les vecteurs bras, ils sont représentés par ce qu'on appelle une matrice uniligne. La même chose que tout à l'heure. Et après, on avait discuté la notion d'opérateur. L'opérateur, c'est une opération qui va être effectuée sur les vecteurs ket ou bien les vecteurs bras, et ces opérateurs-là sont représentés par une matrice carrée. Ici, les éléments de la matrice carrée, si je veux par exemple l'élément A1, 2, il suffit de prendre la matrice de A et la projeter sur U1 et U2, comme c'est noté ici. Donc voilà. Et comme ça, on a les différentes matrices. Et lorsqu'on avait fait tout ça, on avait dit, voilà, on a établi presque tout le formalisme mathématique associé à une onde de matière. Alors c'est vrai, mais ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de discuter des cas bien particuliers, des cas très spéciaux, et c'est ça ce que nous allons voir
par exemple, j'ai ici la notion qu'on voit ici, c'est la notion d'équation aux valeurs propres. Alors, c'est quoi une équation aux valeurs propres? Je prends un opérateur que je vais faire agir sur un vecteur ket, il va me donner un vecteur ket psi prime, parce que ici je fais le produit entre une matrice carrée fois une matrice unicolone, et le résultat de ce produit va vous donner une matrice unicolone. Cette équation-là, qui est très spécifique, c'est lorsque je multiplie ma matrice unicolone par un vecteur ket, j'obtiens le même vecteur ket fois un scalaire. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation aux valeurs propres. C'est un calcul matriciel spécial, particulier, un cas particulier. Et ce sont ces équations-là qui sont pour nous très intéressantes en mécanique quantique. Et ce vecteur ket, on l'appelle vecteur propre de A. Et le scalaire va s'appeler valeur propre associée de l'opérateur A associé au ket psi. Donc c'est une équation qui est très intéressante et très simple, mais elle est très utile pour nous en mécanique quantique. Donc on va essayer de discuter un petit peu certaines propriétés qui sont associées à cette équation particulière. Donc cette équation, on l'appelle équation aux valeurs propres. Alors il y a des cas qui sont très importants et très intéressants pour nous. C'est qu'il existe plusieurs vecteurs ket qui sont associés à cet opérateur-là, et lorsque je multiplie cet opérateur par l'ensemble des vecteurs ket, j'obtiens toujours la même valeur propre. Alors là, j'obtiens un cas qui est très spécial, que j'ai représenté ici, par exemple dans ce schéma. Ici vous avez l'équation aux valeurs propres, et ici vous avez psi 1 par exemple, psi 2, psi 3, psi 4, ainsi de suite. Et lorsque je multiplie l'opérateur A par psi 1, j'obtiens A fois psi 1. Si je multiplie l'opérateur A, grand A fois psi 2, je vais obtenir A fois psi 2, la même valeur propre. Ça veut dire que cette valeur propre possède plusieurs vecteurs propres. Alors dans ce cas-là, pour nous, cette valeur propre va être appelée une valeur propre dégénérée. Valeur propre dégénérée. Et la dégénérescence a un certain ordre. L'ordre de dégénérescence. Par exemple, dans mon cas-là, j'ai 4 vecteurs propres qui sont associés à la même valeur propre. Donc cette valeur propre va être dégénérée 4 fois. C'est pour cela que j'ai ici le G qui va être appelé ordre de la dégénérescence. Alors si à une valeur propre correspond un seul vecteur propre, alors cette valeur propre va être considérée comme étant non dégénérée. On va l'appeler valeur propre simple, simple non dégénérée. Et dans ce cas-là, l'ordre de dégénérescence va être égal à 1 parce que j'ai un seul vecteur propre. Donc ça, c'est une des propriétés de cette équation aux valeurs propres. On va essayer de voir, ou bien de chercher à savoir un opérateur, il va avoir combien de valeurs propres? Combien de valeurs propres j'ai pour un opérateur? Et c'est ça la question qu'on se pose. Quelles sont toutes les valeurs propres lambda i de l'opérateur et aussi les vecteurs propres associés, de telle façon à avoir une équation aux valeurs propres. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un cas général, par exemple celui-là, une équation aux valeurs propres pour un cas général, et ça c'est un vecteur ket, et ici j'ai les vecteurs de la base dans laquelle ce vecteur ket est écrit. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer tout d'abord de reprendre cette équation, de prendre cette équation et de la projeter sur un des vecteurs de la base. Par exemple, j'ai pris le vecteur propre UI. Et qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner cette écriture-là. Vous voyez, c'est cette expression projetée sur U1, UI par exemple. U1, U2, U3, ou peu importe. Alors je sais que lorsque j'applique A à psi, ça va me donner un scalaire lambda qui est là.
Et puisque c'est un scalaire, ça c'est une matrice uniligne, ça c'est une matrice unicolonne, et ça c'est un scalaire. Donc je peux écrire ce scalaire là où je veux, ça pose pas de problème. Donc je peux le faire sortir et j'ai ça. Et ça c'est quoi en fait? C'est la projection de mon quête psi sur un vecteur de la base UI. Donc ça me donne un scalaire qu'on va appeler scalaire CI. C'est un d'ici. Donc maintenant, on va essayer de développer un petit peu plus cette équation. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire introduire une relation de fermeture ici. Ici par exemple. Pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc c'est ça ce que j'ai écrit ici. Donc j'ai introduit une relation de fermeture. C'est 1. Et la relation de fermeture, je l'ai écrite ici. Et après, je vais essayer de faire mon calcul. Donc si je vois la sommation qui est là, elle dépend de J. Et ici, j'ai UI. Donc ça n'a rien à voir avec J. Ça veut dire que je peux faire sortir cette sommation vers l'extérieur. Et après, je fais le calcul nécessaire. Donc voilà, j'ai sorti la sommation. Et j'ai obtenu cette expression. J'ai seulement fait sortir cette expression ici. Et qu'est-ce que j'obtiens ici? C'est une expression qui donne, si vous voulez, les valeurs de la matrice de A, ou bien la valeur de la matrice de A, qui se trouve sur la ligne I et la colonne J, qu'on a appelée AIJ. Donc ça, c'est AIJ. Et ça, c'est en fait la projection de psi sur le vecteur propre, sur le vecteur de base UJ. Donc ça me donne ce qu'on appelle CJ, et là, c'est ce qu'on avait dit, c'est lambda fois ci. Et donc j'ai obtenu ce résultat-là, qui est très intéressant. Et après, je vais faire entrer ce terme-là de l'autre côté, et cette expression peut s'écrire sous cette forme. Alors, sous cette forme-là. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un système d'équations qui sont linéaires et homogènes. Pour résoudre ce système d'équations, il faut que le déterminant du système d'équations soit nul. C'est ce que j'ai noté ici. Le déterminant de A moins lambda fois I, ça c'est la matrice unité, il faut que ce soit égal à 0. Et un exemple, il faut calculer par exemple le déterminant de cette matrice-là, il faut que ce soit égal à 0. Donc c'est comme ça que je peux chercher à obtenir les valeurs propres, et les valeurs propres sont en fait toutes les valeurs possibles de lambda. Alors si j'ai une matrice d'ordre 2, je vais avoir 2 valeurs possibles de lambda. Si j'ai une matrice d'ordre 3, ça veut dire que je vais avoir un système d'équations d'ordre 3, et ainsi de suite. Et ici, on vous donne un petit exemple. Un petit exemple. J'ai une base orthonormée, U1, U2, U1, U2, et j'ai ici un opérateur A que j'ai noté comme ça. Et on vous demandera de vérifier tout d'abord est-ce que A c'est hermétique, ça c'est seulement un petit test, et après on vous demande de calculer les valeurs propres de cet opérateur ainsi que les vecteurs propres. Évidemment, on doit faire ça à l'aide de ce résultat qui a été obtenu ici. Donc pour la notion de l'herméticité, donc il n'y a pas de problème. Je veux calculer l'adjoint de cette matrice, je trouve la même chose, donc ça veut dire que A est égal à A+, ce qui me donne que l'opérateur A est hermétique. Pas de problème. Maintenant, on va passer au calcul, ou bien au calcul des valeurs propres. Je prends cette expression, c'est le déterminant de A moins lambda I. Le A pour moi, c'est la matrice que j'ai, et le lambda I, c'est cette expression. Et il faut que le déterminant soit égal à 0. Ce déterminant, je l'ai écrit sous cette forme-là, et ça me donne cette équation d'ordre 2. Ça veut dire que j'ai une matrice d'ordre 2, je dois avoir 2 valeurs de lambda. 2 valeurs de lambda, et ça, c'est A au carré moins B au carré, donc ça va être égal à A moins B facteur de A plus B, et ça doit être égal à 0, et ce qui va me donner 2 valeurs propres. Lambda égale plus 1, et lambda égale moins 1. Donc qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Il me faut chercher les vecteurs propres associés. Et je prends la première valeur propre qui est plus 1,
et je vais chercher un vecteur propre, puisque j'ai ici plus 1, je vais mettre le signe plus, je peux noter ce vecteur propre comme je veux, mais ce vecteur propre, il va être écrit dans la base U1, U2, que j'ai noté, et je vais chercher les coefficients alpha et bêta, de telle sorte à ce que, lorsque je multiplie A par ce vecteur propre, il va me donner la valeur propre plus fois le même vecteur propre. Bon, je remplace chaque terme par sa valeur ici, je vais obtenir cette expression-là, et les inconnus pour moi sont alpha et bêta, donc je calcule le produit scalaire de cette matrice, et je trouve que j'aurai alpha moins bêta égale à 0, ce qui me donne alpha égale bêta. Donc ça m'a donné une seule équation, et j'ai deux inconnus, alpha et bêta. Pour chercher, obtenir une deuxième équation, je dois utiliser la propriété de ce vecteur-là, qui va être un vecteur d'une base. Donc il faut que ce vecteur-là soit normalisé. Et lorsque je calcule la normalisation, j'obtiens cette expression, ce qui me donne une valeur de alpha. Alpha égale, le module de alpha au carré est égal à 1,5, et j'ai alpha égale bêta, ça veut dire le module de bêta au carré est égal à 1,5. Donc je peux prendre les valeurs positives, alpha égale 1 sur racine de 2 et bêta égale à 1 sur racine de 2, comme je peux prendre l'inverse. Les deux négatifs, mais il est préférable de choisir la valeur positive. Donc, j'ai obtenu mon vecteur propre associé à la valeur propre plus lambda. Donc, le vecteur propre, la valeur propre, c'est plus lambda, et le vecteur propre, c'est W+. Et lorsque je multiplie A par W+, je trouverai sûrement 1 fois W+. Maintenant, on va passer à l'autre vecteur propre. Ou bien l'autre valeur propre, c'est lambda égale moins 1, et je vais faire le même calcul. Et là, je trouve que alpha va être égal à moins bêta, et j'utilise la relation de normalisation, ce qui va me donner alpha va être égal à 1 sur racine de 2, et bêta doit être négatif, comme le montre le calcul ici. Et comme ça, j'ai obtenu le deuxième vecteur propre. Ça veut dire, pour ce vecteur propre, lorsque je multiplie A par ce vecteur propre, je trouverai moins 1 fois le même vecteur propre. Donc j'ai résolu cette équation-là. Et maintenant, je peux vous montrer comment écrire l'opérateur A dans la base du UI, c'est ce qu'on nous a donné. Mais si je veux l'écrire dans la base des vecteurs propres, je trouverai que c'est une matrice qui est diagonale. Et vous voyez ici la valeur propre plus 1 et la valeur propre moins 1. Cette valeur propre plus 1, elle va être associée à W+, et la valeur propre moins 1 va être associée à W-. Alors ce signe plus et moins, c'est moi qui ai choisi de faire ça, mais je peux mettre 1, 2 comme je veux, mais comme ça je sais que, pour moi, je préfère cette écriture parce que je sais que ça, c'est pour la valeur positive de lambda, de la longueur d'onde. Donc voilà une chose qui est intéressante, qui correspond à cette notion d'équation aux valeurs propres. Donc on a essayé d'obtenir ce résultat qui est intéressant. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin et chercher d'autres propriétés. Donc parmi ces propriétés-là, c'est ce qu'on appelle la notion d'observable. Donc c'est une définition. C'est une définition. Je prends, pour vous simplifier, c'est quoi une observable? Avant de toucher à tout ça, une observable, c'est très simple. C'est un opérateur hermétique et la base des vecteurs propres, c'est une base orthonormée. Ça, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est ça ce que nous voulons faire ici, montrer que les valeurs propres d'un opérateur hermétique, elles vont être réelles. Et ça, c'est une propriété qui est très intéressante pour nous. Si j'ai un opérateur hermétique, ça veut dire que ces valeurs propres sont des réels. Opérateur hermétique veut dire valeur propre réelle. Et je vais essayer de vous démontrer ça. J'ai une équation valeur propre. Alors si je mets l'adjoint de cette équation, je vais obtenir psi A plus va être égal à, puisque A est hermétique, donc ça va être égal à psi A, et ça va être égal à lambda étoile fois psi. Donc c'est l'adjoint de ça. C'est une équation en valeur propre.
Maintenant, je vais essayer de multiplier cette équation aux valeurs propres, celle-là, par un vecteur bras psi et faire le calcul. Donc, j'ai multiplié ça par un vecteur bras psi et là, j'ai deux possibilités. Soit faire ce calcul-là en premier, ou bien faire ce calcul-là. Donc la première ligne, j'ai fait ce calcul-là, ça veut dire j'ai multiplié A par psi, ça va me donner lambda, et ça, lambda, un scalaire, je le fais sortir, et je vais avoir psi fois psi, lambda, psi fois psi. Ou bien, je vais appliquer A au bras. Alors si j'applique A au bras, ça va me donner lambda étoile, et je vais avoir ici lambda étoile, psi fois psi. Or, ces deux résultats sont égaux. Et psi fois psi, j'ai les deux ici, psi fois psi, ça veut dire que je vais avoir lambda qui va être égal à lambda étoile, ça veut dire que lambda, c'est un réel. Donc ça, c'est une définition qui est très intéressante et qui va être retrouvée dans tous les problèmes de la mécanique quantique. Un opérateur hermétique me donne une valeur propre réelle. Donc une deuxième propriété, c'est que si j'ai deux quêtes propres associées à deux valeurs propres différentes d'un opérateur hermétique, donc ces deux quêtes vont être perpendiculaires. Orthogonaux, c'est perpendiculaire. Alors j'ai choisi ici le vecteur quête psi et le vecteur quête phi. Lorsque j'applique A à psi, ça vous donne lambda fois psi, et lorsque j'applique A à phi, ça vous donne mu fois phi. Et dans le texte, associé à deux valeurs propres différentes. Ça veut dire j'ai mu et lambda qui sont différentes. Et j'ai A qui est hermétique. Si j'ai A est hermétique, ça veut dire j'ai cette relation-là et j'ai lambda qui est réel. Et j'ai phi fois ça qui va me donner mu qui est réel. Ça, c'est d'après le théorème précédent. Donc, on va essayer de faire un petit calcul. C'est prendre A et l'appliquer à ces deux quêtes, psi et phi. Et faire la même chose que tout à l'heure. J'applique tout d'abord A à psi et après je l'applique à phi. Alors si je l'applique à psi, ça va me donner la valeur propre lambda. A à psi, ça me donne la valeur propre lambda, phi fois psi. Et si j'applique ça de l'autre côté, ça va me donner la valeur propre mu. Donc je vais avoir mu fois phi fois psi. Et si je fais la différence entre ces deux, je trouve cette équation-là. Je sais très bien que, où je l'ai écrit, que mu et lambda sont différentes. Ça veut dire que ce terme-là, il est toujours différent de 0. Ça veut dire que la seule solution que j'ai, c'est que ce terme-là est égal à 0. Et si c'est ça égal à 0, ça veut dire que phi, le quête phi et le quête psi sont orthogonaux. Donc ça, c'est une autre propriété qui est très intéressante. Donc on va vous donner maintenant la définition de la notion d'une observable, c'est quoi? Donc on avait dit, si A est hermétique, et si le système de psi I de vecteurs propres de A est une base dans l'espace des états, alors A est une observable. Alors nous avons montré tout à l'heure que A est hermétique et que W plus W moins, c'est une base de vecteurs propres de A, donc A c'est une observable. Ça, c'est quelque chose de très utile pour nous, pour ce qui va suivre. Donc nous, on voit ça maintenant de façon mathématique, mais dans le chapitre prochain, donc on va donner l'aspect physique de toutes ces notions-là. Maintenant, on ne va pas travailler avec une, mais on va essayer d'aborder plusieurs observables, ça veut dire deux observables. Et je vais avoir un ensemble d'observables qui vérifie une condition, c'est que ces observables commutent. Le théorème le dit. Si A et B, deux opérateurs qui commutent, A, B commutent, ça veut dire le commutateur AB égale 0. Et si psi est vecteur propre de A, alors forcément B fois psi est aussi vecteur propre de A avec la même valeur propre. Ça veut dire quoi? Si je multiplie A fois psi, ça va me donner la valeur propre θ A fois psi. Et si je multiplie A
fois B psi, je vais obtenir la valeur propre A fois B psi. Est-ce que ça c'est vrai? Donc on va essayer de démontrer ça. Donc j'ai écrit l'équation aux valeurs propres correspondant au vecteur propre A. Et je vais appliquer B à ces deux. Et je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Donc si j'ai B A psi, donc ici A fois psi, ça me donne petit a. A c'est un scalaire, je peux le faire sortir. Et ça me donne A fois B psi. Maintenant, je vais faire l'inverse. B A psi. A fois B psi. Est-ce que c'est égal à ça? Mais c'est normal, parce que j'ai A fois B est égal à B fois A. Donc le résultat, lorsque je multiplie B fois A, doit être le même que lorsque je multiplie A fois B. Ça veut dire que cette relation est correcte. Donc j'ai vérifié le théorème. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.